Selon les chiffres relayés par les Nations Unies lors d'une conférence sur l'immigration clandestine au village des jeunes à l'occasion de la fête de la jeunesse, édition 2023, plus de 300 000 Camerounais ont illégalement quitté le pays cette année-là pour la conquête ou alors la recherche des meilleures conditions de vie en Occident. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur PRC-TV. Merci d'accueillir la présidence chez vous. Faites bien de regarder Dynamique Jeune. Dans ce numéro, nous parlons de la jeunesse et lutte contre l'immigration clandestine et la fuite des cerveaux. Audrey, vous êtes toujours au rendez-vous. Salut. Hello, Constant. Hello, ladies and gentlemen. There are so many questions surrounding this phenomenon. What can lead young people to such adventures? Why is the brain drain recurring? And what does the government do? And what can the government do? In order to better understand this phenomenon, we have our guests who are already on the set. And I will start with Mr. Alain Lipoti. Hello. Welcome to our program, Youth Empowerment. Merci. You are the president of the Association for Repatriates and the Fight Against Illegal Clandestine Immigration in Cameroon. Thanks very much. Merci. And on my left, we have the lone lady. Thanks very much for coming. It's my pleasure. Mary-Noël Niba, you are a filmmaker and you're also a public relation officer in the Cameroon Embassy in France. Yes. Thanks very much. It's a pleasure. On my left, we have Steve Vanek Badam Bibaya. You are the head of the Diaspora and Local Youth Joint Venture. Thanks for coming. Merci. You are the author of a documentary, which is Partir. Can you give us a summary of what your documentary is all about? Partir with a question mark is a question that I've been asking myself for years. When living in France, for example, for years I have been seeing, every day in news, the newscast, showing how people are drowning, how children are dying, Africans are dying. And I could remember at that moment that when I was in Cameroon, after my studies, when I came back, I realized that it was like a kind of fashion trend. People wanted to go, and families were encouraging their children to go. And after some time, you would hear that somebody has gone for so many years, but they don't know where he's gone, and nobody said nothing. So when I was in France and working at the embassy, I met so many Cameroonians who were crying to me the way they suffered to arrive. And I said, but my God. And they would tell you how many of their friends died. I said, but as a filmmaker, what can I do? I was reading about what the European Union, the countries were doing to help. But I told myself maybe the way they were doing it was not maybe efficient. I decided to make this movie to tell the world that maybe those who came back, because I met many of our brothers who came back, and were completely put aside of the society, not welcomed. And I said, let them talk. Let me give them the speech. Let them be the ambassador of what they went through, so that they can say why they came back and what they went through. And that's how I went, not only in Cameroon. I went to Senegal. I went to Senegal and Cameroon, most of all, like a kind of panel to talk about what the témoignage, the testimony of those who underwent this adventure, went to Europe, lived there for many years, and decided to come back. So in the documentary, the characters are real characters? They are real. It's a documentary. It's a true story. And I had 4 people that I took two in Cameroon, 2 in Senegal, a woman also, who told us their stories. And it was like a kind of therapy for the society also. To let the society be conscious of the fact that let people don't restart what has been done before. Don't allow our children to go as if there is something over there that they don't have here. So let them know. There are so many things that you have to explore in your country. Exactly. Okay, we'll come back to your movie. Alain Lipoti, you are the president of the Association for Repatriates and Fight Against Illegal Immigration. What is it all about?
La REC, Association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine du Cameroun, est née à la suite d'une expérience vécue, partie du Cameroun jusqu'en Europe, Melilla, et donc de retour, après avoir été rapatriés, avec d'autres compatriotes, nous avons décidé de mettre sur pied cette association depuis 2008, qui est devenue ONG au Cameroun le 5 septembre 2022, dont les objectifs essentiels sont l'éducation à la migration, la sensibilisation sur les risques et les dangers des migrations irrégulières et la traite des êtres humains, et la réintégration durable, entre autres. Et donc, nous menons nos activités essentiellement dans les écoles, lycées, collèges, universités, auprès des communautés chrétiennes, musulmanes, chauffeurs, transporteurs, entre autres, pour essayer d'attirer l'attention d'un grand nombre de personnes à connaître, à être au courant des dangers qu'on encourt en voyageant irrégulièrement. Très bien, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Et sur le plateau, il est également avec nous M. Steve Vanek Badam Bibaya. Vous êtes le coordonnateur du DIALI, que vous définissez comme diaspora et locaux mis ensemble. Et vous êtes cadre au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Bonsoir, Constant. C'est déjà quoi le DIALI? Le DIALI est une unité opérationnelle du ministère de la Jeunesse qui est chargée d'accompagner nos compatriotes de la diaspora qui veulent bien venir contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de leur pays. Il appartient à une autre structure un peu plus grande, qui est le Paris Jeudi, le programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora, qui lui a pour but toujours d'accompagner nos frères qui sont dans le mouvement migratoire à non seulement se réinsérer dans le tissu socio-économique camerounais, mais également à lutter contre la migration irrégulière et tous les dangers que cela comporte. Très bien. Le sujet immigration clandestine, fuite des cerveaux, c'est une grosse préoccupation. Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien? Alors, Constant, je vais dire qu'on mange de ce pain tous les jours. En collaboration avec des partenaires et organismes internationaux, le ministère de la Jeunesse, à travers ces deux unités techniques opérationnelles que je viens de citer, le DIALI et le Paris Jeudi. Oui, le DIALI et le Paris Jeudi travaillent pour ceux qui sont partis et qui sont en situation de détresse de l'autre côté, en situation de détresse, le Paris Jeudi, avec d'autres départements ministériels sectoriels, encadre ces jeunes-là, ces gens-là qui sont revenus, de telle enseigne qu'ils puissent se sentir vivants, se retrouver quand ils reviennent sur le territoire. Et également, le Paris Jeudi organise régulièrement des campagnes de sensibilisation dans les établissements secondaires, dans les universités, dans les marchés, même pour montrer les dangers de l'immigration irrégulière et vraiment inciter nos jeunes à ne pas se lancer dans ça. Madame Mary Niba, votre film, c'est une succession de témoignages, c'est-à-dire que les personnages sont réels. Le film, il est là. Combien de personnes aujourd'hui ont déjà regardé ce film? Bref, comment est-ce que vous faites pour le mettre sur le marché, pour atteindre le plus grand nombre de personnes aujourd'hui, notamment les jeunes, pour mieux les sensibiliser? Ce qui est sûr, c'est que le film est sorti en 2021 dans les salles françaises. Et il a fait beaucoup d'avant-premières. En 2019, il a gagné le prix du meilleur documentaire au Cameroun, au Festival Écran Noir. J'ai la chance que l'Institut français va organiser une projection au mois de mars dans le cadre de la Journée internationale de la femme, ou le mois de la femme. Mais également, je prépare la sortie du film en Afrique, dans les différents pays africains, parce que c'est un film fait pour parler aux Africains. Et je voulais en profiter pour dire que peut-être qu'après les salles, ce sera la télévision, mais nous faisons tout, nous allons mettre tout ce qu'il faut pour que ce film soit mis à la disposition de tout le monde, pas seulement des jeunes. Il ne s'adresse pas qu'aux jeunes, il s'adresse aussi aux adultes, parce que les personnes à qui nous avons parlé ont été jeunes et ils ont eu le temps de vieillir dans le phénomène. Et aujourd'hui, ils sont parents et ceux qui vont le regarder s'adresseront aussi à leurs enfants. Et dans ce film, nous essayons de faire comprendre aussi aux parents, aussi bien aux parents qu'aux jeunes, que en fait, l'Eldorado, ce n'est pas seulement de l'autre côté. L'Eldorado, c'est également ici. Et ce témoignage de ces migrants partis est revenu une dizaine d'années plus tard, le dit à souhait, c'est-à-dire qu'il
ils disent, pour la plupart, si j'avais su que ce que j'allais vivre là-bas, oui, si c'est ce que j'allais vivre, je ne serais pas partie. Parce qu'ils vous racontent exactement les moyens qu'ils ont mis pour avoir des faux papiers. Et ils vous le disent, comment c'est difficile de vivre en Europe, parce que quand vous arrivez, vous avez déjà le problème de régularisation, de papier. Et tant que vous n'avez pas de papier, vous vivez continuellement comme une souris, vous êtes caché, et ça peut vous prendre une dizaine d'années. Et comment vous rattrapez ces 10 ans lorsque vous avez des papiers? On ne dit pas qu'on n'en a pas, mais parfois, ça prend tellement de temps que lorsque vous avez des papiers, vous vous demandez, mais au fait, c'est quoi ma vie? Et généralement, quand vous revenez pour passer des vacances, parce que dès qu'on a les papiers, la première des choses, c'est qu'on veut on veut rentrer au pays pour dire, enfin, j'ai les papiers. Mais quand vous arrivez, vous vous rendez compte que ceux que vous avez laissés et qui n'avaient pas la chance de partir comme vous, et ils ont eu le temps de se construire. Ceux qui sont restés ont construit des maisons, ils ont eu des voitures, ils ont eu du boulot, ils se sont construits. Et vous, quand vous arrivez à ce moment-là, soit vous avez d'abord, vous demandez, mais pourquoi je suis parti? Vous posez la question, mais vous avez honte d'accepter que c'est vous qui avez échoué. Je ne dis pas que tout le monde est dans cette situation. Il y en a qui arrivent et qui tout de suite... Mais ça, moi, je parle du cas de ceux qui prennent d'abord des années, comme Alain Robert Lipotti l'a fait, des années pour traverser. C'est-à-dire vous laissez votre peau pratiquement dans la traversée. Et quand vous arrivez et vous êtes reçu par des associations, vous avez ce parcours-là. Vous voyez? Voilà. Bien. Et puisqu'il est... Oui, justement. Take a little break. First of all, we'll come back to all what you've just said. Let's take a break and come back to you. Welcome back, ladies and gentlemen. If you just joined us, you are watching Youth Empowerment, and we're talking about illegal immigration and brain drain. Steve Bibaya, what is illegal immigration? Alors, l'immigration irrégulière ou clandestine se définit comme le fait de quitter son pays d'origine pour accéder à un autre pays sans remplir les formalités préalables, formalités administratives, sans emprunter les voies légales. C'est-à-dire que vous quittez le Cameroun pour aller au Gabon voisin sans avoir reçu un visa, en ayant filouté au niveau des barrières et en vous retrouvant dans une situation irrégulière dans le pays d'accueil. C'est un peu comme ça qu'on conçoit l'immigration irrégulière. And what makes people do such a thing? Alors, les raisons, ce qui peut pousser à ça, sont multiples, diverses, je vais dire. Mais la plupart du temps, c'est la recherche de vie meilleure. La recherche de vie meilleure, pas seulement sur le plan économique, mais également sur le plan de la formation. C'est-à-dire qu'on peut quitter un territoire parce qu'on pense que le plateau technique en termes de formation ne sied pas avec la vision qu'on a. Et dans un autre pays, on peut aller trouver ça. Sauf qu'on ne remplit pas les conditions qu'il faut pour accéder à cette nouvelle technologie, à ce plateau technique-là. Alors, parce qu'on est dans une quête de savoir, de finances, de meilleures conditions de vie, alors on emprunte toutes les voies illégales, hein, parce qu'on est dans le contexte là, illégal, pour aller acquérir ces savoirs. Voilà les quelques causes majeures de l'immigration irrégulière. Monsieur Robert Alain Lipotti, vous avez commis tout un ouvrage qui parle de Yaoundé à Melilla, cahier de mon aventure. Comme pour dire que aller en aventure, c'est quelque chose de très risqué. Parlez-nous un peu de cet itinéraire très risqué. Oui, je pars du Cameroun il y a quelques années, irrégulièrement. Il faut dire que ce sont mes amis qui vivaient à l'époque en Afrique du Nord et en Europe qui m'envoient l'itinéraire, me faisant croire que, justement, arrivé dans ce pays, je pourrais mieux faire. Parce qu'eux, à l'école déjà, n'étaient pas assez brillants, disons mieux, pas mieux que moi. Ils estimaient qu'une fois que j'y arriverais, je trouverais des conditions de vie plus meilleures encore. C'est dans ces conditions, justement, que je quitte le Cameroun par Yaoundé, Douala, Kumba, Manfé, Ekok, frontière Cameroun-Nigeria.
Et puis, je continue comme Nigeria, Jos Plateau, Kano, et nous, Kano Zender, nous sommes au Niger, puis Agadez, Arlit, Niger, ensuite Tamaracet, Insala, Algérie, Béchar, Tlemcen finalement, et Magnia, la dernière ville, Algérie, Maroc, ensuite Oujda, Nador et parfois Finidec à Ceuta. Il faut rappeler qu'il y a 2 enclaves espagnoles au Maroc, Melilla et Ceuta. Mais en 30 secondes comme ça peut vous paraître tellement facile. Mais je tiens à vous rappeler que c'est une année de ma vie, c'est 1 million de francs CFA que j'ai dépensé et qui finit à Tamaracet. Je n'avais plus rien, c'est-à-dire la première ville d'Algérie. Et donc, au cours de ce voyage, j'ai vu des choses incroyables. Déjà, à Kano, on me fait payer le transport de 2 000 francs à 14 000 francs CFA et on me laisse à la frontière. Et entre les mains des passeurs, qui m'obligent, n'est-ce pas, de payer pour l'Espagne 2 jours après. Et comme j'avais déjà été, disons comme ça, comme on dit au quartier, vacciné, et je leur avais fait savoir que je ne pouvais pas leur donner de l'argent, je n'en avais même pas déjà, et qu'on m'amène dans une ville où il y a Western Union et que j'appelle qu'on va m'envoyer l'argent. C'était un peu difficile. Ensuite, ils m'ont conduit dans un poste de police. Ensuite, j'ai continué. Il faut dire que c'est à Arlit que les convois sont arrangés, sont préparés pour attaquer le grand désert du Sahara, où nous avons passé 2 semaines. 2 semaines au désert du Sahara, où on a vu des corps en état de putréfaction avancée, où on a vu les ossements humains tout au long de ce voyage, où il nous est arrivé de consommer nos urines parce qu'on n'avait plus de l'eau. Et au cours de ce voyage, il y a un compagnon de voyage, je pense, un Ivoirien, qui meurt au cours de ce voyage. Donc, nous étions dans une ancienne Land Cruiser, pratiquement de 6 places normales. Et donc, nous étions 22 dans cette voiture-là, arrangée en 3 rangées. Nous regardons derrière. Je ne peux pas vous dire que j'avais vu quelque chose au désert parce que tellement j'étais comprimé plus qu'un poisson dans une boîte de sardines. Et donc, au cours de ce voyage, donc, un compagnon commence à suffoquer et puis commence à faire un peu de bruit comme ça, commence à taper sur la voiture, ils se sont mobilisés. Avant qu'il ne s'arrête, le gars était déjà mort. Et on était très embêtés de comprendre que quelqu'un avec qui on discutait. Alors, les passeurs nous demandent d'enterrer. Avec les mains, pas de pelle, pas rien, on a pu dégager pratiquement 5 cm de profondeur et sur une longueur estimée à la taille. Et on a pris son sac à dos, on a posé dessus. On a passé une journée sans se parler parce que pour nous, on se demandait à qui le tour. Mais par la grâce de Dieu, nous arrivons à Tamaracet. À Tamaracet, nous ne pouvons pas rester dans des maisons normales parce que nous sommes migrants irréguliers. Nous sommes obligés d'aller séjourner dans des gros rochers et à 15 km de la ville parce que ce n'était pas évident. Et on a fait tout ce qu'on a pu faire, on a continué le voyage et arrivé à la frontière d'Algérie, de l'Algérie-Maroc, il y a des Africains qui y vivent par nationalité, un peu comme à Tamaracet également. Il n'y a pas de travail. Et il faut maintenant continuer le voyage, sauf qu'on ne peut plus prendre le moyen de transport normal. Nous sommes obligés de quitter Magnia à pied pour arriver à Nador, qui fait dans les 400-500 km, pas sur la voie normale. Il faut contourner par des montagnes, suivre des lignes de transport électrique en haute tension. Et ça nous prenait pratiquement 2 semaines quand les paumes de pied ne claquaient pas parce que, vous imaginez, si vous marchez et que les paumes de pied chauffent, vous avez de fortes chances que le pus s'y installe et puis ça claque. Et vous pouvez rester sur place 3 mois le temps que ça se cicatrise. C'était vraiment très difficile. Nous vivons de l'aumône, nous vivons des décharges publiques. Il y avait une grande décharge qui était dans la ville de Sélouane où nous partions. Le premier jour, on me dit on va au supermarché. Quand j'y arrive, je vois des compatriotes qui prennent des jus périmés après des semaines sous des odeurs inimaginables. Je suis resté pendant plusieurs minutes, je n'arrivais pas à parler, les larmes ont commencé à couler seules. Je me suis retrouvé dans une situation où, franchement, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que j'ai fait?
Mais j'ai quand même pu continuer le voyage. Quand nous arrivons à Nador, il n'y a pas de maison non plus. Nous vivons dans les hauteurs de la montagne qu'on appelle Gourougou, où nous faisons des fortunes, des sortes de tentes de fortune avec un peu de plastique, où nous sommes à l'intérieur, il neige pendant l'automne ou le printemps ou n'importe quoi, vous êtes dans ces conditions. C'est de là que nous quittons pour aller dans la nuit, après avoir confectionné les échelles sur la barrière que vous avez l'habitude de voir à la télévision, où nous partions assez souvent, où justement, parfois il y avait des morts, parfois des blessures assez graves. Et après plusieurs tentatives, j'ai pu, n'est-ce pas, rejoindre Melilla. Et donc, pendant que j'y étais, et donc une autre attaque massive, nous appelons ça les attaques massives parce que si vous partez 200, 300, 500, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a une garde duale, c'est-à-dire du côté marocain et du côté espagnol. Vous devez aller autour de 5, 6 000, 10 000 pour espérer tromper la vigilance, n'est-ce pas, des gardes pour pouvoir s'infiltrer. J'y suis arrivé, mais pendant que j'y étais, en attendant que je puisse avoir des papiers provisoires, il y a donc une autre attaque massive qui s'est perpétrée sur la barrière. Dans ces conditions, les autorités décident de ratisser toute la petite ville qui ne vaut même pas un quartier de Yaoundé. Et donc, on nous fait ressortir à Nador, dans un camp militaire. À partir de ce moment, nos représentations diplomatiques sont venues recenser leurs différents compatriotes. Et le Cameroun est venu effectivement de Rabat pour nous recenser. Et nous avons passé 2 semaines. Et de là, nous quittons Nador pour l'aéroport de Casablanca, où nous prenons un vol normal. Après, n'est-ce pas, cette entente entre le Cameroun, l'Union européenne, le Maroc certainement, pour que nous puissions rentrer. Personnellement, j'ai été l'une des premières personnes, quand nous sommes au camp et qu'on nous dit que vous allez rentrer, j'ai dit je rentre. Parce que je ne peux pas comprendre que vous passez toute une vie, vous montez, descendez, on vous interpelle, vous vivez des décharges publiques, vous n'avez pas de vie. Et une dernière anecdote très importante pour mesurer la gravité, n'est-ce pas, de cette migration irrégulière. Pendant que nous sommes à Mawari, donc tout près de la barrière de Melilla, il y a une jeune Ivoirienne qui était enceinte, elle a conçu, et puis la grossesse a suivi son cours normal, sauf qu'elle n'avait pas fait des visites, il n'y avait pas de lait, de rien. Mais un jour quand même, pendant que nous sommes en train de s'apprêter à une attaque massive, on nous dit qu'il y a une situation, une fille a accouché. Oui, elle avait accouché, le bébé est là. Mais sauf que nous faisons face à une situation compliquée. Nous n'avions rien pour séparer l'enfant du cordon ombilical. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il a fallu qu'un courageux de nationalité guinéenne se rappelle qu'ils ont eu une situation similaire une fois en forêt. Et il nous a dit, je vais résoudre le problème. Et cet accroupi l'a coupé le nombril avec les dents. Donc, vous pouvez comprendre à quel point migrer irrégulièrement peut être dangereux. C'est même au-delà de ce mot. Je ne parle pas des personnes qui mourraient, des conditions de vie. Donc c'est inacceptable. Madame Niba, ce genre de récit, c'est ce que vous avez repris dans le film. Disons que j'ai eu la chance de... Je crois que c'est quand il a entendu parler de mon film, Alain Robert, qu'il m'a contacté et qu'il m'a envoyé son ouvrage. Et effectivement, dans le film, j'avais déjà raconté le parcours d'un autre migrant et j'avais des images, parce qu'on a dû se procurer des images dans tous ces pays frontaliers, les reportages aussi graves, et même certains qui n'étaient jamais sortis, parce que les gens, quand ils ont appris que je faisais ce projet, il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos inédites des chaloupes, des bateaux, c'est-à-dire on laissait les gens mourir dans l'eau, et vous voyez vos propres enfants, vos propres frères et vos sœurs qui se noyaient sous le regard de quelqu'un qui filmait. Et ça, je les ai exploitées, ces vidéos, pour montrer à quel point la situation est grave. Et que la plupart de ceux qui partent, comme lui, je suis sûre que si on avait dit à Alain Robert Lipoty de ne pas partir, on vous aurait même donné n'importe quoi, vous avez décidé de partir. Et c'est pour ça que je dis, en fait, partir n'est pas mauvais. Partir pour partager avec le monde ce qu'on est, partir pour découvrir n'est pas mauvais, mais c'est de partir dans quelles conditions. À un moment, il faut qu'on fasse comprendre à certains qu'on n'interdit pas de partir. Nous tous, on part, les gens viennent ici, nous aussi on a envie de partir, de voir ce qui se passe, mais éviter de mettre sa vie en péril pour rejoindre l'Europe, parce que je crois que dans notre discussion,
Lui, il parle de 2 ou 3 personnes qu'il a vu mourir. Mais moi, j'ai écouté des témoignages de gens qui étaient sur des bateaux, il y avait plus de 1000, et on les avait accueillis à 100. Où sont partis les 900 autres? Est-ce qu'il y a des statistiques qui montrent combien meurent dans l'eau? Mais pourquoi ces enfants doivent partir? Pourquoi à tout prix? Ce qui veut donc dire que les témoignages comme le sien, je l'ai félicité parce que c'est une thérapie aussi pour lui. Le traumatisme qu'il a traversé, le traumatisme que certains ont traversé, n'arrivent pas à raconter. Parce qu'il y a des gens qui sont terrés dans le silence jusqu'à ce jour, qui ont vécu des choses atroces, mais qui ne peuvent pas le raconter. Et je pense que lui, il a été courageux de le raconter, et c'est aussi une thérapie pour lui, comme ça va être une thérapie pour beaucoup d'autres qui ont vécu cela. Et peut-être, comme dans mon film, ceux à qui j'ai donné la parole, ça a été comme un déclic, déjà une thérapie pour eux. Ils marchaient à la tête baissée parce qu'ils avaient honte de ce qu'ils étaient. Mais avec mon film, j'ai fait d'eux des héros d'une guerre et non pas des gens qui ont échoué. Parce que c'est déjà très courageux de partir, mais c'est encore plus courageux de rentrer. Parce que je pense que ceux qui arrivent à traverser, Robert n'a pas pu traverser, mais certains ont été accueillis aux berges de l'Europe. Et je vous assure que le combat de l'autre côté, pour avoir des papiers, est énorme. Et alors, certains parfois se disent, mais mince, mais pourquoi je me bats tant alors que de l'autre côté, au pays, j'étais mieux? Et quand ils viennent en vacances, ils voient comment ceux qu'ils ont laissés ont évolué petit à petit, ont construit leur vie. Ils ont envie de rentrer. Beaucoup veulent rentrer. Mais comment convaincre les familles? We'll come back to that. Steve Bibaya, you work in a Ministry of Youth Affairs and Civic Education. You've heard these testimonies. Is it the same testimonies that you hear every day as the head of the diaspora and local youth joint venture? Oui, c'est des témoignages qu'on entend tous les jours. C'est-à-dire que, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous rencontrez des migrants qui sont revenus, vous leur demandez leur nom. Ils ont le même nom. Au départ, on ne comprenait pas pourquoi. Alors, ils vous disent que c'est dû à un traumatisme. Je vais rapporter ça au Cameroun, parce que les Camerounais, du fait de leur intelligence, on parle de leur Hemley, de leur esprit de combativité, impossible n'est pas camerounais, ils sont toujours au devant de la scène. Et donc, comme ils étaient déjà répertoriés par les passés, on savait que les Camerounais, il fallait toujours faire attention à eux. Alors, dès que vous veniez demander la nationalité de quelqu'un, soit il vous disait qu'il était ivoirien, ou alors il vous donnait un nom qui n'est pas camerounais. Alors, on leur demande pourquoi. Ils disent que c'est parce que dès que vous dites que vous êtes camerounais là-bas devant, soit on vous ampute d'un doigt, d'une jambe, pour que vous puissiez être pas aussi que les autres. Donc, ces témoignages-là, on les a au quotidien. C'est ces éléments qu'on essaie de montrer aux jeunes pour les dissuader d'emprunter ce canal. Is it also to tell the youth that you are strong, because knowing that you are a Cameroonian, it shows that there is something peculiar that you have, so you can stay at home. Écoutez, si nous utilisons cette énergie, ce Hemley que nous avons à rester au Cameroun en investissant, en développant des initiatives locales, je suis persuadé que ce sera mieux que d'emprunter des voies comme la mer ou le chemin du désert. Vous parlant justement de rester pour utiliser à bon escient son énergie, qu'est-ce qui est fait? Comment est-ce que vous faites pour déployer le Diali dont vous êtes coordonnateur? Alors, le Diali est une réponse aux très hautes directives du chef de l'État, issues de ses messages à la jeunesse au soir du 10 février 2021 et du 10 février 2022, où il invitait les jeunes de la diaspora qui sont allés conquérir le monde à venir participer au développement de leur pays. Alors on s'est dit, avec les tendances actuelles, je vais revenir ici sur le thème de la fête de la jeunesse qui porte sur l'import-substitution, c'est-à-dire à venir avec ce knowledge, avec ces connaissances qui sont allées acquérir de l'autre côté, les mettre en commun avec ceux qui sont restés, parce qu'ils connaissent l'environnement, parce qu'ils savent comment se mailler, afin de produire local, afin de créer une nouvelle race, non seulement d'entrepreneurs, mais de copier le modèle asiatique, le modèle coréen, le modèle chinois.
C'est un peu ça le djihadisme, mettre ensemble les savoirs de la diaspora avec les savoirs locaux. Question d'endogénéiser ce qu'on va mettre sur le marché. Vous êtes sur PRC-TV, le programme c'est Dynamique Jeune. Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse et la lutte contre l'immigration clandestine et la fuite des cerveaux. De la fuite des cerveaux aussi, on parle ces derniers temps. C'est quoi la fuite des cerveaux? Alors, tout à l'heure, on a défini l'immigration clandestine comme le fait de quitter un territoire pour un autre sans remplir les formalités qu'il fallait et d'emprunter des voies peu recommandables. La fuite des cerveaux ici, c'est le fait d'être qualifié, d'appartenir à un État et d'immigrer, d'aller dans un autre État, toujours à la recherche de conditions de vie meilleures. On a dit qu'il n'était pas seulement question de ressources, parfois c'est le savoir et tout ça. Au Cameroun aujourd'hui, on a plein de médecins qu'on retrouve en France, au Canada, par-ci, par-là. Un médecin, c'est au minimum 7 années d'études. Vous comprenez que c'est un grand background qui est en train de s'expatrier. Et toujours dans la logique de l'immigration clandestine, parfois même ces personnes qui sont très qualifiées, je vais le dire, super qualifiées, n'empruntent pas des voies légales pour se retrouver dans les pays d'accueil dans lesquels ils sont. Peut-être Robert ou la maman peuvent nous dire effectivement dans les différents témoignages qu'ils ont reçus, parce qu'on en reçoit également. Vous voyez un docteur, vous voyez un gars avec un master, avec des diplômes techniques compétents, qui décide comme ça là, de s'expatrier. Or, il peut mettre cette expérience, cette expertise-là au profit de son pays. Madame Niba, le film que vous avez, et il fait bien de le noter, il y a certainement ce genre de profil que vous avez rencontré. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui les motive à partir alors qu'ils sont compétents? De mon analyse, je pense que même celui qui a tout a l'impression qu'il n'a rien. Et ça vient d'un sentiment général qui voudrait qu'on a l'impression que le pré est plus vert chez l'autre. Et puis pendant longtemps, on a fait croire aux gens, même ceux qui ont tout pensent toujours qu'ils n'en ont pas assez. Est-ce que ça ne vient pas de ce qu'on appelle un manque d'estime de soi? Donc, moi je pense que dans mon film, j'ai eu ces gars-là, ces personnes-là comme un des chefs d'entreprise qui a tout vendu. Il avait 6 apprentis, il avait des employés, il avait une entreprise et il a tout vendu pour aller chercher fortune ailleurs. Et après 8 années, il est rentré, il a dit c'est pas possible. Mais depuis qu'il est rentré, en partant, il a laissé ses 6 enfants. Il est rentré, il s'est rendu compte qu'il y a une cassure entre lui et sa famille. Donc il y a eu ce drame psychologique qui voudrait que les familles ne se parlent plus. Sa femme l'a quitté, il a pris une deuxième femme. Ses 6 enfants, pendant 8 ans, ne parlaient plus à leur père parce qu'ils se disaient « Mais pourquoi tu es rentré? Quand tu étais de l'autre côté, tu nous envoyais des cadeaux, tu nous envoyais de l'argent. Maintenant, tu es revenu et puis nous aussi, on voulait te rejoindre là-bas. » Et le film a eu ceci de positif que ça a permis à ces enfants de parler de ce qu'ils ressentaient eux-mêmes. Et là, c'est même l'instant le plus grave du film. Tout le monde a craqué. Les enfants disent « Ça fait 8 ans que leur papa est là et c'est la première fois qu'ils se parlent. » Et c'est la première fois que la femme parlait au bonhomme. Et le bonhomme, pour lui aussi, c'était une thérapie. Il a retrouvé sa dignité devant ces gens qu'il avait rejetés. Et donc, je pense que ce sentiment général voudrait que les gens se réapproprient leur self-esteem. Tant qu'on ne se l'est pas réapproprié, on aura toujours l'impression que ça ne va pas. Vous pouvez donner les médecins dont vous avez parlé. Vous allez voir qu'ils avaient maison, voiture et tout. Mais parfois, ils vont émigrer, ils vont de l'autre côté, ils n'auront pas voiture et autre chose. Mais puisqu'ils sont déjà là-bas et qu'on a mis dans leur tête que c'est mieux là-bas, ils vont serrer les dents. Mais ici, on n'arrive pas à serrer les dents parce qu'on se dit toujours c'est mieux de l'autre côté. Donc moi, dans ma logique, après ce film, après avoir écouté ces différentes personnes, je me suis dit qu'il fallait qu'on attaque plus bas. Je suis contente d'avoir Monsieur Badan là, parce que moi, je pense qu'il faut qu'on travaille sur la jeunesse. Et ça tombe bien, nous sommes à la fête de la jeunesse. Les adultes, on leur parle parfois, vous pouvez dire n'importe quoi, ça entre là, ça sort là. Mais je dis, les jeunes qui, dans 10 ans, c'est eux qui vont tenir la barque, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils sont forts de ce qu'ils sont, qu'on leur fasse comprendre qu'ils doivent s'aimer tels qu'ils sont et qu'on leur dise qu'ils ont la force de changer leur environnement
eux-mêmes. Et c'est pour ça que depuis, après le film, j'ai créé un ciné-club où j'ai toujours eu envie de travailler avec le ministère de la Jeunesse. J'espère que cette fois-ci, vous allez me rejoindre. Je travaille avec le ministère des Arts et de la Culture et même la présidence de la République. Je fais un ciné-club où je fais venir des jeunes qui regardent des films inspirants et qui s'expriment à partir de ces films-là pour dire, voilà, j'ai vu dans le film qu'un jeune a changé son monde, pourquoi pas nous? Donc, c'est de leur dire, vous êtes capable de changer votre monde. Et comme ça, quand vous êtes fort de ce que vous êtes, pour pouvoir voyager, aller vers l'autre, vous allez partager avec l'autre ce que vous êtes. Il vous donne ce qu'il est et vous lui donnez ce que vous êtes. C'est ça, ce qu'on appelle le petit village planétaire qui est devenu le monde. Et donc, suite à ça, j'ai décidé aussi de commencer à faire ce qu'on appelle l'appel à projet de court-métrage, d'histoires inspirantes sur la jeunesse. Et là où je vous parle, on vient de tourner la première collection de courts-métrages merveilleux, c'est comme ça que je les ai appelés, parce que nos jeunes vivent des histoires merveilleuses et nous devons apprendre à les raconter. C'est pas facile. Déjà, nos propres histoires, on a du mal à les raconter. Alors, nos jeunes, on les fait grandir en se taisant. On leur dit, tais-toi, devant les adultes, ils ne parlent pas trop. Mais non, je pense qu'il faut qu'on apprenne à nos jeunes à s'exprimer et à raconter ce qu'ils sont pour pouvoir se sublimer eux-mêmes. C'est à ça que nous sommes. Et je pense que tant qu'on n'a pas entrepris ça vraiment, parce que ça a commencé, hein, je ne dis pas que rien n'est fait. Beaucoup de choses sont faites, il vient de le dire. Mais je crois qu'on doit intensifier dans nos familles, nos enfants, qu'on les écoute, qu'on les sublime, qu'on les valorise, qu'on leur dise, chaque fois qu'ils font quelque chose de bien, qu'on voit dans les étoiles que vous transmettez dans ces enfants-là, ça va leur permettre d'être, vous voyez, avoir un strapontin sur lequel ils se mettent avec beaucoup de conviction et de self-esteem. Nous sommes en plein dans la semaine de la jeunesse, monsieur Badang. Vous avez, dans votre propos tout à l'heure, parlé du Diali, mais il y a aussi le Paris Jeudi. Il y a que pour que les jeunes se découragent à partir, que ces projets soient connus. Depuis que vous existez, combien sont-ils les jeunes que vous avez abordés? Combien ont été positionnés? Et combien aujourd'hui peuvent être vos relais au sein de leurs compatriotes? Alors, au Diali, pour l'exercice 2023, il y a 28 co-entreprises qui ont été financées. 28 co-entreprises, quand on sait que le principe voudrait qu'il y ait au moins une entité de la diaspora et une locale. Je dis au moins parce que dans les co-entreprises, vous pouvez avoir 2 diasporiens et 2 locaux. Les entreprises, les emplois créés autour, on n'en compte pas. Donc on a au moins 28 entreprises qui ont été créées pour l'année 2023 au compte du Diali. Maintenant, au compte du Paris Jeudi, un peu plus de 275 jeunes peuvent faire le témoignage de l'accompagnement qu'ils ont reçu. Vous voyez, le Paris Jeudi a une mission de sensibilisation, je l'ai dit. Vendredi dernier encore, M. le ministre venait de signer une convention de partenariat avec une association dans la promotion qui promeut l'immigration régulière et lutte contre l'immigration clandestine. C'est-à-dire que les activités qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la clandestinité, l'immigration clandestine, autant pour moi, j'ai envie de dire qu'elles sont très nombreuses. Avec les partenariats avec les partenaires externes tels que l'OIM, on a un peu plus de 3700 jeunes qui ont été accompagnés. Et cet accompagnement consistait à quoi? À l'élaboration de leur plan d'affaires. Voyez-vous, ceux qui sont rentrés par le canal de l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, bénéficient généralement d'un petit fonds de subsistance afin que cela puisse se réinsérer dans la société. Alors, le ministère de la Jeunesse, à travers le Paris Jeudi, accompagne ces jeunes dans l'élaboration de leur plan d'affaires, la maturation de leurs projets et même dans la mise sur pied de leurs projets. Are we able to see what those young people have done so far? What kind of projects do they present? Alors, tout à l'heure, dans le récit de Robert, il a dit qu'il est parti du Cameroun avec 1 million. Avec 1 million aujourd'hui au Cameroun, vous pouvez lancer une petite entreprise, une micro-entreprise si vous voulez. C'est-à-dire que c'est sans dénigrer aucun secteur d'activité. C'est-à-dire qu'avec 1 million, si je me lance dans le secteur avicole, je peux louer un espace si je n'en ai pas.
Je peux acheter des poussins d'un jour, je peux acheter de la provende, et après un certain temps, je crois 45 jours, je peux faire sortir ma première bande, et je suis sûr que le million, là, après 3 mois, tout au moins, je l'aurai stabilisé, ou alors je l'aurai fructifié de moins 10%. Donc, les domaines, les secteurs d'activité sont variés, ceux dans lesquels nous avons accompagné ces jeunes. Ça part de l'aviculture, de l'halieutique, de la restauration à la décoration. What about those who don't know that you do such a thing? Because some people may be afraid to come back because they have no families, they have no real situation that will help them. Écoutez, effectivement, le regard que la famille peut avoir est primordial sur le retour. Nous rencontrons des jeunes qui rentrent, qui n'ont pas où dormir. Mais vous demandez comment tu fais pour pas avoir dormi alors que tu es Camerounais. C'est-à-dire que même si tu es à Garoua, à Maroua, tout au moins tu peux passer un coup de fil pour dire que je suis à Yaoundé. Est-ce que vous pouvez contribuer pour que je prenne le transport? C'est parce que, comme la maman l'a dit tout à l'heure, les familles même parfois sont à l'origine de ce déplacement-là, de ce mouvement migratoire. Parce que comme on a ce mythe de l'Occident est bien, de l'autre côté est bien, alors on se dit, OK, on va t'envoyer là-bas, ou alors tu vas aller là-bas et puis tu vas rehausser la famille. Et puis, dès lors que la personne décide de revenir, et encore qu'il faut savoir que, généralement, quand la personne revient, elle est en détresse, parce que très peu reviennent de gaieté de cœur. Soit ils ont été traumatisés, soit ils ont été refoulés. Maintenant, quand ils sont donc là, il est question donc de les prendre à main. Et le gouvernement, justement, dans cette initiative, avec les partenaires internationaux, tels que l'OIM dont je parlais tout à l'heure, a mis sur pied un dispositif avec des sectoriels. Le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, la Délégation générale à la Sécurité nationale, le ministère des Relations extérieures, parce que c'est le ministère des Relations extérieures, il faut le rappeler, qui a le lead des questions d'immigration au Cameroun. Donc, tous ces départements ministériels sectoriels ont un rôle qu'ils jouent à chaque fois que nous avons des Camerounais qui sont refoulés. J'insiste sur refoulés parce que, comme j'ai dit, on revient parce que soit on a été traumatisé, comme Robert racontait son histoire tout à l'heure, ou alors parce que on nous a rapatriés, parce qu'on a été pris en flagrant délit d'illégalité et on est revenu. J'allais rajouter à ce que monsieur vient de dire, c'est vrai que ce n'est pas une question d'argent, parce que je pense que les accompagnements et les aides au retour sont relatives. Parfois, ça peut être assez, ça peut ne pas être assez. Mais je pense que quand quelqu'un revient, comme tu l'as dit, c'est la famille. Le plus gros, d'après mon analyse, c'est que les familles n'ouvrent pas les bras. Généralement, quand vous décidez même que vous allez rentrer, on vous dit d'abord non, ne viens pas. Parce que lorsque tu partais, c'était toujours dans l'idée que tu vas dans l'Eldorado et qu'ici, c'est pas bon. Mais ceux-là, quand ils restent ici, lorsque tu reviens, tu vois qu'ils sont mieux portants que toi. Ils vivent bien, ils font. Et quand tu reviens, vous faites la fête. On fait la fête ici tout le temps. Les gens sont contents, les gens sont heureux. Il y a eu des moments où j'ai écrit sur Facebook, n'ayons pas honte d'être heureux et n'ayons pas honte de le dire. N'aie pas peur de dire que tu es bien. Mais j'ai eu l'impression que même quand quelqu'un est bien, ici, tu lui dis, par exemple, comment tu vas, il dit que, ah, est-ce que ça va même? Tu me vois là. Cette manière de faire, c'est qu'on refuse même le bonheur. We are the reasons Oui, à nous, c'est-à-dire nous-mêmes, on doit apprendre à accepter que nous sommes heureux. Parce qu'être heureux n'est pas une mauvaise chose. Quand on voit les autres, ils ont appris à le dire. Quand quelqu'un mange un petit truc, il est content, il le dit, je suis heureux. Mais chez nous, j'ai comme l'impression qu'on a peur de dire qu'on est heureux. Mais il faut qu'on apprenne ça. Et ça part même, si les grands n'arrivent plus à le faire, apprenons à nos enfants à montrer leur joie. Et disons-leur, sois heureux, exprime-toi, lâche-toi. Et ça, c'est facile parce que ça me fait extrapoler un peu sur la manière dont on pense que c'est seulement l'école. L'école, c'est bien pour avoir les codes. Mais l'art permet à quelqu'un de sortir sa passion. Nos enfants doivent sortir leur passion. Et je crois qu'à ce niveau-là, les familles sont un peu réticentes. Parce que dès qu'un enfant veut montrer, on dit « Ah, celui-là, on l'a déjà perdu ». Non, on ne perd. Aujourd'hui, le monde, il voit comment ça se passe ailleurs. Il voit à travers les réseaux sociaux comment les autres jeunes s'expriment. Et ils ont l'impression qu'ici, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et c'est pour ça qu'à un moment, vous avez beau leur dire « Ne partez pas ».
ils se disent, c'est là-bas que je vais m'exprimer. Dans mon film, c'est un jeune rappeur qui m'a dit, quand il était en première, il a vu Mac Taylor, qui est un Camerounais, un Français d'origine camerounaise. Il a dit, je veux faire le rap comme Mac Taylor. Et ça, c'est pas ici que je le ferai, parce qu'il avait peur de dire, je veux faire du rap. Donc, voilà. Merci beaucoup pour tous ces exemples-là. Et Robert Alain Lipoti, vous n'êtes pas oublié sur le plateau, et vous êtes toujours avec nous dans le cadre de cette émission. Je voudrais revenir dans votre ouvrage. Votre ouvrage, quand on le parcourt, on se dit que c'est un message que vous êtes en train de passer aux jeunes. Et passer un message, nous sommes à la période de la fête de la jeunesse. À quels jeunes, plus précisément, parlez-vous dans cette affaire? Oui, effectivement, de Yaoundé Amélie Akaï de mon aventure, qui a été préfacée par Joseph-Antoine Bell, raconte, n'est-ce pas, La population que vous ciblez, sont-ce les scolaires, les universitaires, oui, ou bien tous en dépétition j'en scolaire? viens. Je voulais justement dire que cet ouvrage s'adresse à tout le monde, aux décideurs, aux universitaires, aux enseignants de tous bords, aux parents, aux élèves. Parce que quand vous lisez cet ouvrage, Madame Niba peut le témoigner, vous devenez tout de suite un migrant irrégulier, mais qui n'est jamais sorti de sa chambre. Alors, nous pensons donc que si cet ouvrage est connu de par le Cameroun, par exemple, dans le programme scolaire, pourquoi pas, on aura finalement une jeunesse qui sera au courant des risques et les dangers des migrations irrégulières, la traite des êtres humains, de façon à ce que le jour où un jeune décide de partir, qu'il sache a priori que cette situation pourrait lui arriver. Et moi, j'ai également été inspiré, je pense que nous sommes en 2008 ou 2009, lors d'un toast que le chef de l'État avait offert au ministre français de l'intégration et de l'immigration, M. Brice Hortefeux à l'époque. Il disait, je cite, « Il n'est pas bon que nos jeunes aillent en aventure. Non, il n'est pas bon que nos jeunes aillent dans ces conditions. » Il voulait dire justement que dans ces conditions, il n'y a pas de lendemain. Et par rapport justement à ce message, je me suis dit, il est bon que je fasse ma part pour que justement la plupart des jeunes, comme je l'ai dit, puissent suffisamment être informés. Et dans votre association, qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces personnes qui reviennent? Oui, déjà, du point de vue psychologique, nous allons vers ce migrant qui rentre. Puisque nous parlons le même langage. Quand ils se rendent compte que nous sommes les anciens migrants, ils ouvrent totalement à nous, ils nous font confiance et ils deviennent les membres de l'association des rapatriés où nous allons dans les écoles, les églises, les marchés, comme je disais, témoigner de leur expérience qui est très capitale. Je rappelle que c'est nous qui commençons à sensibiliser de cette manière au Cameroun. C'est-à-dire que nous projetons un documentaire, nous faisons témoigner des personnes qui ont vécu dans ces conditions, que ce soit au Maghreb ou en Europe ou partout ailleurs, afin que les élèves écoutent et qu'ils, à leur tour, qu'ils se sentent à la place de cette personne qui témoigne. Et on a vu des élèves craquer, pleurer en sanglots lors de nos campagnes de sensibilisation. Donc nous pensons une fois de plus... Est-ce qu'ils avaient l'intention d'y aller? Non, l'émotion, au regard de la difficulté de migrer de cette façon-là. Et c'est pour cette raison que nous croyons que si ces actions sont implémentées davantage de par le Cameroun, nous créons également des clubs d'éducation à la migration dans les lycées et collèges. Mais la plus grosse difficulté que nous avions, c'est qu'on n'a pas de moyens pour mener à bien nos activités de par le Cameroun. Mais par contre, nous sommes disponibles pour le faire. Donc, Do you have a program that makes you help those people? Est-ce que vous avez un programme qui les aide actuellement, hormis à l'attente que vous avez pour les financements et autres? Oui, le programme, en fait, c'est quoi? C'est une sorte de motivation supplémentaire. Nous avons créé, par exemple, la plantation du migrant. C'est dans le village d'Nkokloum, c'est dans l'arrondissement de Bourmakak, dans l'Union Okili, région du centre. C'est 5 hectares de cacao. Nous voulons montrer au monde qu'on peut rentrer sans 1 euro, sans 5 francs, mais après quelques années, on se remet et qu'on devient un agriculteur. Je vous rappelle que le kilo de cacao aujourd'hui au Cameroun, c'est 2500. Donc nous croyons que si la plupart des jeunes qui rentrent et qu'ils puissent avoir la possibilité de créer leur plantation, ça peut être la banane, ça peut être le manioc,
qui devient aussi une denrée très rare au Cameroun, nous pensons que notre pays est parti pour se développer. Moi, j'ai l'habitude d'appeler le Cameroun un pays vierge, parce que pour l'instant, rien n'est fait au Cameroun. En termes du développement, de l'agriculture, entre autres, vous pouvez quitter Yaoundé-Douala, vous ne verrez pas une plantation d'envergure. Il n'y en a pas. Et nous sommes en même temps très, très embêtés de constater que nous attendons du riz pour manger. Alors que le manioc, le macabo, le plantain et autres bio sont là. Et il nous revient à nous jeunes de créer un paradis chez nous, et c'est possible. That's why we talk about import substitution and patriotism. En termes d'accompagnement, le ministère de la Jeunesse est ouvert. Hein. Je vous ai dit, on vient de terminer avec une très grande campagne de sensibilisation sur la migration irrégulière avec une association partenaire. Et de telles initiatives, nous sommes preneurs. Vous venez au ministère de la Jeunesse avec un programme, avec ce que vous pensez qu'on peut faire pour sensibiliser. Et on va sensibiliser dans toutes les activités du ministère de la Jeunesse aujourd'hui. Je prends simplement la ville, je veux dire le département du Fondi, les équipes du Paris Jeudi, du ministère de la Jeunesse, descendent sur le terrain pour sensibiliser dans les écoles primaires, dans les lycées et même dans les universités. Donc, pour l'accompagnement, je pense que vous ne pouvez pas manquer d'accompagnement. Vous n'avez qu'à frapper à la porte et puis on vous l'ouvrira. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure? Oui, parce que tout à l'heure, il disait qu'on reçoit des jeunes. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup qui sont un peu moins jeunes qui reviennent aussi. Et puis, à un moment, il faudrait qu'on se le dise, qu'on n'ait pas l'impression qu'on ne reçoit que ceux qui sont jeunes. Les jeunes qui reviennent, c'est la plupart ceux qui sont arrivés au port de Médille et qui n'ont pas pu traverser et qui rentrent. Mais vous avez même des gens qui ont fait les migrations régulières et qui sont partis, mais qui ont envie de rentrer et qui voudraient convaincre leur famille que voilà, finalement, je reviens. Donc ça encore, il y a un travail à faire de ce côté-là. Mais et puis, oui, vous dites qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au pays, hein. Beaucoup de choses sont faites, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais moi, je pense que beaucoup de choses sont faites, et beaucoup de choses continuent à être faites. Il suffit simplement que les gens soient convaincus de ce qu'ils peuvent apporter eux. Parce que si on se sent inutile dans un environnement, on a l'impression qu'il faut aller ailleurs. Et ailleurs aussi, vous allez vous sentir inutile. Donc, à un moment, il faut que chacun se demande qu'est-ce que moi je peux apporter. C'est ça que j'appelais les forces. Comment tu mets ta force à contribution. Donc, tant que tu n'as pas détecté cette force-là, ou alors cette utilité pour changer ton environnement, tu auras l'impression que c'est ailleurs que tu vas être utile, jusqu'à ce que tu te retrouves devant une impasse et que tu te dises, il faut rentrer. Et là encore, c'est un nouveau combat. Oui, justement, c'est ce que nous faisons de dire aux parents lors de nos activités d'éducation à la migration et de sensibilisation. Parce que les parents aujourd'hui croient que, comme vous l'avez si bien dit, c'est ailleurs là qui est meilleur. Or, ce n'est pas du tout vrai. On a connu des situations où un migrant arrive au Cameroun, à l'aéroport de Yaoundé, appelle la famille, on dit « mais tu es venu pourquoi ? Il ne fallait pas venir ». Juste parce que les gens ont des idées que, quand on est en Europe, en Occident, en général, il y a des ruelles où on prend de l'argent et on mange. Or, c'est très faux. Alors, nous essayons de leur faire savoir que l'argent que vous mettez pour la migration irrégulière, vous pouvez le mettre pour le projet de développement local. Je parlais tantôt de l'agriculture qui j'essaie parfois de m'exercer en me disant, vous pouvez avoir une ordonnance qui peut attendre demain, mais si vous avez faim, ça ne peut pas attendre. Donc ça voudrait dire que si la jeunesse camerounaise s'investit dans l'agriculture, nous sommes partis pour se développer, pour que chacun trouve son compte sur place. Et, nous ne le dirons jamais assez, le Cameroun est un pays béni des dieux. Que ce soit par l'intelligence, par le sol et le sous-sol, le chef de l'État le relève assez souvent. Il faut juste que nous puissions nous remettre en cause, nous posons des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce grand pays puisse devenir un paradis? Et moi, je pense que la jeunesse camerounaise a toutes les armes qu'il faut pour qu'on en arrive. Monsieur Badan, le mot avant la pause. Je l'ai dit tout à l'heure, Son Excellence, M. Paul Biya a invité à plusieurs reprises la jeunesse de la diaspora, particulièrement, à venir contribuer au développement de son pays. C'est-à-dire ce qu'on a pris là-bas, on vient aider à développer un secteur de l'autre côté. On parlait de la fuite des cerveaux tout à l'heure et de l'estime de soi. Quand vous rentrez dans la définition, quand vous rentrez dans le concept de ce que c'est que la fuite des cerveaux, quand vous voyez des personnes capées
se sentir sous-estimé alors qu'il y a tout pour se mouvoir dans un environnement, là, il y a un problème. Peut-être qu'à ce niveau, il faudrait que les gens retravaillent leur estime de soi. Et c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives. Nous allons en parler tout à l'heure, puisque c'est l'autre thème après la pause que nous demandons aux réalisateurs. Nous allons revenir pour parler un peu des solutions et des perspectives pour arrêter les immigrations clandestines et la fuite des cerveaux. Vous êtes toujours sur PRC TV, le programme C'est télévision. De retour donc sur le plateau de Dynamique Jeune, vous êtes toujours sur PRC TV et si vous venez donc de nous prendre, sachez que nous sommes aujourd'hui en train de parler de la jeunesse et de la lutte contre l'immigration clandestine et la fuite des cerveaux. Depuis que nous avons entamé ce plateau, nous reconnaissons qu'il y a un Eldorado quelque part, que les uns et les autres veulent aller découvrir, puisque même les fonctionnaires sont dans le jeu. Mais il y a cette question sur laquelle je voudrais maintenant vous interroger. Vous savez, la télévision nous a fait comprendre qu'il y a des paradis ailleurs. Je voudrais aborder la question de la promotion même des migrations. C'est beaucoup d'agences qui pilulent sur la place camerounaise, qui annoncent un Eldorado quelque part. Est-ce que le temps n'est pas à la régulation? Je pense que déjà, quand vous dites que nous savons qu'il y a un Eldorado, ce n'est pas vrai. C'est qu'on nous fait croire. Les gens, en partant, croient qu'il y a l'Eldorado. Mais nous savons que nous sommes dans un paradis. Notre pays, c'est un Eldorado pour d'autres. Et c'est ça que nous devons d'abord même mettre en avant. Parce qu'il y a des choses où on ne pouvait pas empêcher les gens de faire des promotions parfois. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est des Camerounais qui font la promotion de notre pays. Au moment où nous disons, il faut montrer l'estime de soi. Toi, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est toi. Nous ne faisons qu'un. Si tu es Cameroun et tu fais la promotion de Canada ou bien de France ou bien de Russie, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que nous revenons à ce qu'on a parlé au début d'estime de soi. Il faut que les gens s'aiment et qu'ils s'acceptent. Laissez les Canadiens faire la promotion du Canada. Ne demandez pas, les Camerounais ne peuvent pas commencer à dire quittons le Cameroun, allons au Canada. Qui va rester au Cameroun? Ça n'a pas. C'est tellement. Je n'arrive même pas à trouver de mots. Tellement ça ne passe pas du tout. Il faut préciser que ce n'est pas le Canada le pays que nous attaquons. Non, je dis Canada ou France ou Russie ou tous ces pays. Je dis toutes ces agences qui sont là pour la promotion si vous voulez, de ce qu'ils présentent entre guillemets comme paradis qui n'en est pas.